Aujourd'hui, c'est un dîner de mère indigne, mais pas n'importe lequel. J'ai invité Lizzie et Céline à discuter de leur vie de mère célibataire. Refaire ta vie. Alors déjà ma vie elle n'est pas défaite. Ma libération totale. Moi je culpabilise pas du tout. Et j'avais un peu envie de lui péter les dents quand même. En fait moi je suis fière de moi, je suis fière des mères célibataires. En France, 1,5 million de mères élèvent seules leurs enfants, un chiffre qui a pratiquement doublé en 30 ans. Parmi les familles monoparentales, ce sont elles qui rencontrent le plus de difficultés. Moi-même, j'ai été mère célibataire à partir des 2 ans de ma fille. Et quand j'ai basculé dans cette nouvelle vie, j'ai eu peu de modèles vers qui me tourner. Et surtout, j'ai eu envie de modèles rassurants, d'espoir et de bons conseils. Les mères célibataires se traînent encore aujourd'hui une image atroce de femmes déchues, alors qu'elles sont en réalité des Wonder Woman pleines de ressources et de vie. Nathalie Bourru, journaliste à France Info et auteure de Maman Solo, les oubliés de la République aux éditions Pygmalion, dénonce ainsi. Célibataire, isolée, solo, tu es une énigme que personne ne veut résoudre, tu es un coupe-gorge, tu es une grande dépressive qui flippe constamment pour son enfant, tu es un danger pour les couples, tu es une menace pour la société car tu es une femme en colère qui crie fort. Tu es une cible parfaite qui doit faire face à une violence sourde, le manque, le père absent ou défectueux. De nombreuses mères solo ont à faire face à cette violence. Qui en parle ? Eh bien moi, aujourd'hui, je vous propose d'en parler et c'est parti. Donc toi Lizzie, t'as une ado, de toute façon toutes les deux vous avez des ados, Oui. des filles. Et donc toi Lizzie, tu es chanteuse et tu habites dans le 9-3. Exact. Voilà. C'est ça, donc je m'appelle Lizzie et je suis artiste, chanteuse, musicienne, etc. Et j'ai une ado de 13 ans et je suis séparée du papa depuis les 5 ans de ma fille. Une histoire qui venait plutôt à son terme de façon assez logique, plutôt d'un commun accord. On habitait dans le sud, donc je lui ai dit écoute moi je viens de remarquer, j'avais fait plusieurs allers-retours sur Paris, que j'ai plus d'avenir et plus de famille et plus d'amis et plus d'opportunités de travail sur Paris. Est-ce que ça te dit qu'on aille à Paris même si on est séparés ? Et donc il était ok, moi j'ai trouvé un boulot sur Paris, je me suis installée, mais lui finalement n'a pas trouvé ni de logement ni de travail satisfaisant. Il a trouvé quelque chose de très satisfaisant dans la ville où on était déjà, c'est-à-dire à Montpellier, donc il est resté éloigné. Donc moi dans ma problématique qui a suivi, c'est pas tellement qu'on se détestait, parce qu'on ne se détestait pas, mais c'était plutôt le fait qu'il était loin. Et sur les années qui ont suivi, c'était comment gérer cette distance, et de ma part à moi et de sa part à lui, parce que au bout d'un moment je me suis vite rendu compte qu'en fait il venait pas si facilement sur Paris, et que quand il y avait les vacances scolaires, il n'était pas forcément lui en vacances, et qu'il avait du mal à dégager du temps pour accueillir sa fille. Ouais. Donc je me suis vite retrouvée moi dans une situation où j'avais ma fille en fait. Déjà on était trop loin géographiquement pour faire une garde partagée, c'est impossible. Et je me suis retrouvée donc avec ma fille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tout le mois, toute l'année, et avec une difficulté entre nous sur cette gestion, et un peu au début avec du ressentiment de la part de chacun. C'est-à-dire qu'au début, c'était, même si la séparation se passe bien, il y a quand même une sorte de cap à franchir, je pense, pour chacun, qui est quand même une épreuve assez difficile, et qui fait que la première chose qu'on fait quand on souffre, c'est qu'on accuse l'autre de nous faire souffrir. Oui. Et donc, en fait, ce qui a été dur au début, ça a été ça a été de gérer la relation avec lui pour qu'il comprenne qu'en fait j'étais pas contre lui, que j'étais avec lui, et pour que lui aussi il se sente bienvenu en fait tout le temps. Du coup, c'est aussi moi qui fais tampon, parce que ma fille souffre beaucoup, donc les enfants de 5 ans, ils te disent pas salut maman, je souffre parce que papa est pas là, ils l'expriment d'une autre façon, ils ont de la colère, voilà. Donc c'était moi qui gérais ça, c'était moi qui gérais cette colère, c'était moi qui me prenais cette colère, et puis j'essayais
Et puis moi, je prenais sa souffrance à lui aussi, qui se transformait en colère. Puis moi, en même temps, j'étais en colère, mais moi, apparemment, il n'y avait plus trop de place non plus. Et en fait, ça a mis, je pense, bien 2 ans à ce que ça se normalise, en fait, entre nous. Et encore, parfois, je suis obligée de lui rappeler que je le juge pas, en fait, et que juste, je voudrais qu'il arrive à avoir du temps, comme, voilà, juste qu'il me dise ce qu'il arrive à faire, en fait, ce qu'il peut faire. Et quand on arrive à avoir des discussions comme ça se passe bien, et du coup ça se passe bien pour elle. Heureusement, j'avais de la famille autour, c'est-à-dire que j'avais ma sœur, que j'ai encore, autour de moi, et donc en fait j'étais soutenue psychologiquement et aussi d'un point de vue physique, quoi. C'est-à-dire, est-ce que tu peux garder ma fille, je finis à telle heure, j'ai pas le temps d'aller la chercher, parce que la sortie de l'école, ils sont mignons, mais même la sortie du centre de loisirs après, c'est très tôt, en fait. Bah, bien sûr. Il faut finir de bosser à 17h. Et puis toi, tu as un métier où tu travailles de nuit, voilà. quoi. Donc moi, je l'ai beaucoup prise avec moi Donc, quand elle était ouais. petite. Et puis, il y a des fois, je pouvais pas la prendre non plus tous les soirs. Il faut quand même le lendemain qu'elle aille à l'école. Donc, il y avait des soirs où, voilà, c'était ma sœur. Enfin, tout de suite, on cherche quand même un réseau de solidarité. Ouais, sinon, tu survis pas, quoi. Ouais. Et vous avez choisi de ne pas passer par un cadre juridique officiel, de gérer ça entre vous. Non, parce que nous on s'est dépaxé, on n'était pas axé, on s'est dépaxé, donc ça a été fait en 2 jours. C'est-à-dire que le dépaxage, j'ai envoyé ma lettre et j'ai reçu la lettre comme quoi on était dépaxé avant que je reçoive l'accusé de réception comme quoi ils avaient reçu ma lettre. Donc pour te dire, bien, l'administration française. J'ai été dépaxée en 2 temps 3 mouvements. Et en fait, on n'a pas fait appel à une institution pour nous aider parce que d'abord, on voyait ça comme si jamais on était vraiment dans un grand conflit. On n'était pas dans un grand conflit. Moi, il n'était pas en train de me dire t'as kidnappé ma fille, je veux la garde exclusive. Il n'a jamais voulu la garde exclusive. Et je lui dis si jamais tu n'es pas à l'aise avec ce qu'on fait là, si tu veux, on peut faire appel à un médiateur pour voilà. Tu sens que tu as été responsable de la bonne entente, du partenariat entre les deux. Oui. Ouais, parce que tu parlais justement de la notion de partenaire tout à l'heure. Moi, je trouve que c'est hyper important. Et puis, c'est pas du tout évident à mettre en place. Mais je voulais savoir, voilà, si tu avais senti un peu cette charge mentale ou cette responsabilité, en fait, qui t'incombait plus parce que les choses se sont organisées comme ça. Est-ce que tu l'as senti, le poids de cette responsabilité ou pas ? Oui, moi, je l'ai senti. Alors après, je pense peut-être que ça dépend des personnalités aussi, la personne qu'on a en face de nous. Mais il y a un moment donné, en fait, pour l'enfant et pour moi, j'ai besoin que ça soit efficace et que ça se passe. Donc, le fait que lui, il se sente bien ou il se sente pas bien, au final, moi, je m'en fiche. Enfin, je m'en fiche, je lui souhaite qu'il aille très bien, mais c'est pas pour que lui, il aille bien. C'est pour que ce soit que ça coule le plus possible dans ma vie. Et finalement, on a réussi à faire un truc en n'étant pas en couple qu'on n'arrivait pas à faire quand on était en couple. Il ne s'agit pas de se juger l'un l'autre, il s'agit de regarder nos propres responsabilités et de voir ce qu'on peut faire en fait. Parce que bien évidemment, il y a un moment donné, c'est là où je disais tout à l'heure, c'est la souffrance qui fait parler. Il y a un moment donné où il m'a dit « T'es parti à parler avec ma fille ?» Je fais « Alors on va se calmer tout de suite. » Moi, je te rappelle les faits. Hein. Je ne suis pas partie avec Aminata sous les bras. Et en fait, il n'a plus jamais refait ça. C'est-à-dire qu'une fois que je lui ai dit « En fait, ça... c'est terminé, tu ne me parles plus comme ça, tu sais très bien que ce n'est pas vrai. » Et que je le fais avec calme, finalement, ça c'est rentré dans l'ordre. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on arrive à se parler, il arrive plus à me parler de ses problèmes et de comment il essaie de les gérer, même psychologique et tout ça. Et moi, j'arrive plus à l'entendre peut-être et à trouver un chemin. Après, soyons sérieux. Je suis désolée pour si jamais il écoute ça, mais c'est-à-dire que j'ai aussi accepté qu'en fait il fallait que je me débrouille de toute façon. Donc Céline, toi tu es maman d'une fille pré-ado. Oui. Voilà, vous habitez à Paris et tu es consultante en stratégie marketing. Oui, ma fille a 11 ans. Je me suis séparée de son papa, elle avait 5 ans. Tu vois, le même cas de figure que toi, Lizzie. Voilà. Et nous, ça s'est terminé. J'ai mis du temps à prendre cette décision parce que tu rompes quelque chose que tu as construit. Tu rompes une structure familiale.
Et donc, il y a beaucoup de culpabilité aussi. Et puis, il y a ce premier sentiment qui vient voilà, d'échec. Alors nous, par contre, ça s'est pas du tout fait dans le calme et la sérénité. Et tu parlais tout à l'heure à juste titre de souffrance. Et effectivement, ça a généré énormément de souffrance. Alors, beaucoup de souffrance des deux côtés. Hein. Je ne suis pas partie... le cœur léger, c'est une décision qui est hyper difficile à prendre. Et dans cette extrême souffrance est né un très gros conflit, du coup, et ça a été vraiment une gestion de crise. Moi, la première phase, ça a été une gestion de crise, et je me souviens encore de la phrase que m'avait prononcée la psy que j'avais vue pendant voilà, cette séparation. Elle m'avait dit, dans un premier temps, il va falloir gérer l'incendie. Il va falloir éteindre cet incendie avant d'envisager de vous reconstruire et avant d'envisager l'après. Elle me disait, là, en fait, c'est le feu. Vous êtes face vraiment à une situation de crise extrême, parce que vraiment, il y avait beaucoup de violence psychique et verbale entre nous. Il y avait un dialogue qui était complètement rompu. Donc c'est extrêmement éprouvant et on n'était pas du tout en situation de partenaire, pas du tout. On savait qu'on partait sur un schéma de garde alternée. On a plutôt été concurrents après, à être vraiment des ennemis. Tu vois, c'est très con en fait, à un moment je m'en suis rendu compte, mais tu t'en rends pas forcément compte au début, parce qu'il y a un terrain tellement acide, il y a tellement d'amertume, il y a tellement de rancœur, que tu rentres dans une compète sans le savoir, et c'est à qui va être le meilleur, c'est les petits reproches comme ça envoyés par message, c'est voilà, tu prends n'importe quel truc, je sais pas, elle rentre dans une tenue qui est pas adaptée, qui est pas assez chaude pour l'hiver, clac, tu vas envoyer ton petit message pour bien faire comprendre qu'il a échoué sur ce, et c'est l'un comme l'autre, hein. On est rentré dans ce système-là, donc ça a duré un petit moment aussi. Il faut en sortir vite, parce que pareil, c'est absolument pas sain, et l'enfant se retrouve vraiment bloqué au milieu de tout ça, et c'est surtout l'enfant, enfin on trinque nous en tant que parents, mais l'enfant pour lui c'est terrible. Ma fille, elle en a énormément souffert de ça. On a essayé de la préserver, mais les dommages collatéraux, ils ont été quand même costauds, quoi, pour elle. Et ça, t'as l'impression que ça n'existait pas avant, cette compétition de parents, parce que ça peut exister peut-être aussi dans des couples qui sont ensemble et qui élèvent un enfant, tu vois. C'est l'implosion de notre cellule familiale. De notre cellule familiale. Et c'est pas qu'une cellule familiale, c'est l'implosion de notre couple aussi, parce que à la base, c'est une histoire d'amour, et on s'est quand même aimé très fort, mais c'est l'implosion de ces deux cellules-là, du couple, qui s'imbriquent, hein, mais du couple et de la cellule familiale, qui ont détérioré complètement notre relation, et nous on n'a jamais été partenaires, on ne l'est pas encore, ça va un peu mieux maintenant. Vous êtes en chemin, tu sens que vous essayez de l'être? Oui, quand même. Les esprits se sont apaisés quand même au bout de ça fait 7 ans qu'on est séparés. Je veux dire, ça a mis du temps, quoi. C'est très long à redescendre, mais je crois qu'aujourd'hui, voilà, l'entente est cordiale, froide cordiale, mais voilà, c'est tout. Elle n'est pas conflictuelle. Voilà. Et du coup, pour gérer cet incendie, comment t'as fait ? Et pour gérer cet incendie, alors ça a été une période vraiment, vraiment intense. Ça a été vraiment chaotique. Je crois que j'ai eu quand même ma famille, parce que j'avais plus ma mère, mais mon père a été quand même très présent. Et ma deuxième famille de cœur, clairement, mes copines, quoi, proches, ça m'a sauvée, clairement. Ça m'a aidé ça m'a donné de la force. J'ai eu ce réseau d'écoute, d'entraide, mais en tout cas le fait d'être déjà, tu vois, d'en avoir quelques-unes dans le même cas de figure, et ça veut pas dire que celles qui sont encore en couple ne sont pas à même de comprendre et d'apporter du soutien, mais mon réseau de femmes, mon réseau d'amis autour de moi, ça a été ma survie, ça a été clairement ma bouée de sauvetage. Et ensuite j'ai quand même demandé de l'aide psychologique, j'ai pris l'aide d'une psychologue. Moi, je recommande, en tout cas, quand c'est des séparations compliquées, conflictuelles, que le dialogue est rompu, et quand on a vraiment la tête qui est complètement prise par la séparation, par tout ça, et quand on a le feu dans sa tête, moi, c'était vraiment, je dormais plus, j'avais le feu en permanence, j'arrivais plus à travailler, rien du tout. Je suis allée voir une psy, ça m'a sauvée aussi. Toi, t'as fait ça, Lizzie, toi ? Moi, j'ai mis un peu de temps. Est-ce que je vois un psy depuis, mais j'ai quel âge ?
J'ai 38. Ouais, ça fait ça, C'est une ça. fois qu'on a passé 40 Ouais. ans, on n'a plus envie de... Ah, mais je ouais. les ai même pas encore les 40 Ah, attends. Tu l'as vieilli, bravo. Non, mais effectivement, je me rends compte que j'ai vu un psy 3 ans après la séparation. Je commençais à voir mon psy. Et j'y suis pas allée particulièrement pour ça, mais parce que j'avais peur d'être toujours moi dans ma vie, toujours sur la même dynamique et de répéter des schémas. Et je me suis dit, bon. Oui. Bah oui, parce que toi, tes parents étaient séparés. Moi, c'est pareil. Mes parents étaient séparés. Donc, effectivement, la question du schéma répétitif m'a beaucoup embêtée. Puis c'est vrai que, alors après, en vrai, hein, les séparations, en réalité, c'est un couple sur 2, je crois que c'est un mariage sur 2 qui se finit. Non, Oui, en fait, ce n'est pas du extraordinaire. tout quelque chose. C'est pas parce qu'on se sépare qu'on répète un schéma. Bien sûr. Mais moi, j'avais peur d'être dans ma vie, d'être attirée par le même genre de personnes et de répéter mes mêmes problèmes, en fait. D'abord, un travail psychologique, je pense qu'à tout âge, en vrai, ça fait toujours du bien. Important. Et c'est vrai qu'en plus, quand ça implique, il y a une sorte de responsabilité par rapport à l'enfant, où on se dit, bon, quand même, on aimerait que vu que nous, on a des problèmes à gérer pour nous par rapport à cette situation-là, il faudrait qu'au moins on puisse plus vite les évacuer, même s'ils ne sont jamais complètement évacués, mais au moins qu'on puisse justement régler cet incendie intérieur, quelle que soit l'intensité, pour qu'au final, l'enfant il puisse en profiter, quoi. Oui, puis moi, c'est vrai que je me disais, tant qu'à faire, quand on prend, parce qu'on donc on a tous pris la décision d'arrêter notre couple, notre histoire d'amour qui ne fonctionnait plus, et moi, je m'étais dit, tant qu'à faire, vu que il y a quand même cette petite part, comme tu disais Céline, cette part de culpabilité, tu te dis, c'est une décision pour que ma vie soit mieux, et que je sois plus cohérente, donc il faut que j'aille bien, il faut que ça aille mieux, en tout cas il faut que ça ait du sens, et c'est vrai que pour ça c'est quand même bien de se faire aider. Hélène, l'accent québécois. Je savais que tu allais me mettre un accent quelque Bah oui, forcément, j'ai pas pu m'en Tu sais empêcher. que je suis ton meilleur public, donc n'hésite pas. Donc, dans les aides que tu as eues, donc à part tes amis et ta psy, c'était ma psy. Du coup, toi, tu as choisi, contrairement à Lizzie, de te faire aider de la justice. Oui. Alors, parce que c'était devenu beaucoup trop conflictuel et que le dialogue étant rompu, on n'arrivait pas du tout à s'accorder sur les termes de la garde alternée. Je veux dire, on ne communiquait qu'en violence et qu'en insulte. Donc, arrivé à ce stade-là, il faut que, quand tu veux vraiment faire avancer les choses... Quelqu'un de neutre au milieu. Il faut quelqu'un de neutre, et puis c'est une manière de se préserver. Au-delà de la partie vraiment, juridique de la chose, c'est aussi une manière, et ça c'est ma psy aussi qui me l'avait expliqué, mais c'est aussi une manière de déléguer une partie de ce conflit finalement, parce qu'à un moment on n'a plus les armes. Il faut dire ce qui est, c'est notre santé mentale qui est en jeu, quoi. En l'expliquant aussi à ma psy, elle me dit, je vous conseille de prendre un avocat et pour qu'elle vous aide à mettre en place ce qu'on appelle un protocole de garde alterné, en tout cas de garde, et de le faire homologuer par un juge. Et effectivement, ça a été la meilleure décision de toute ma vie, après le choix de mon psy, de prendre un psy. J'ai trouvé une avocate qu'on m'avait recommandée dans mon entourage. En plus, je suis vraiment tombée sur une nana exceptionnelle qui elle-même avait eu 2 divorces avant. Ah oui. Et elle avait quelque chose comme ça, donc de très girl power, quoi. Donc j'ai pris cette avocate. J'avais plus aucun contact direct avec le père de ma fille. Et du coup, ça communiquait entre conseils, quoi, entre avocats. Et le poids énorme que ça enlève, quoi. Ouais, alors évidemment, c'est de l'argent. Oui. Moi, quand je me suis séparée, autre point, pardon, je passe un peu du coq à l'âne, mais dans cette phase de gestion de crise, je fais quand même un lien, il y a cette notion de précarité. Parce que une fois passé l'échec et ce sentiment de tristesse, l'échec amoureux, l'échec familial, il y a quelque chose d'encore plus concret, vraiment de plus terre à terre, c'est la précarité dans laquelle potentiellement ça va te faire glisser en parent solo. Et donc tout ça pour dire que prendre une avocate, c'est un luxe. Mais en tout cas, cette précarité, elle fait peur au début, parce que tu t'es déclassé socialement, t'es carrément déclassé. Ouais.
Et en fait, il y a un premier obstacle, je trouve, dans cette période un peu de crise, c'est de retrouver déjà un appartement. Alors, je ne sais pas, en dehors de Paris, attention, moi, c'est le parcours de la... On a toute une expérience parisienne, donc effectivement... Déjà, l'accès au logement, en dehors de séparation, etc., l'accès au logement est très compliqué. Mais alors, quand tu es solo, avec du coup plus qu'un seul salaire, qui n'était pas mauvais, j'avais déjà un bon salaire, mais seul, quand tu es en face de dossiers avec des couples, clairement, tu sens que tu n'y arriveras pas. Ça a été une très très forte angoisse, c'est comment je vais pouvoir me reloger. Et je pense comme, peut-être 80% des gens, on va pas se mentir, j'ai dû falsifier mes fiches de paye pour accéder à un logement. Et parce que sinon, je ne me relogeais pas. J'aurais dû prendre mes clics et mes claques et partir chez mon père dans le fin fond du 78. Et je me suis vraiment retrouvée dans une situation très très compliquée. Toi, je ne sais pas comment tu l'as vécu, Lizzie. Mais... Alors, moi, c'est un peu différent, mais je te rejoins sur le résultat final. En fait, moi, je me suis retrouvée quand je me suis séparée. Au bout de quelques mois, je me suis retrouvée au RSA. Et en réalité, j'allais beaucoup mieux que quand j'étais en couple. Alors, j'y arrivais parce qu'il y avait de la solidarité, parce que étant aussi sur Paris, j'ai trouvé plus facilement du travail, alors qu'à Montpellier, j'ai passé 5 ans de ma vie en étant mère et je n'ai jamais trouvé de travail. J'étais précaire, mais j'étais au moins reconnue comme précaire. En 2021, une étude de l'INSEE révèle que la part des familles monoparentales augmente chaque année et représente une famille sur 4. Dans 82% des cas, c'est la mère qui élève seule un ou plusieurs enfants. Les enfants mineurs vivant en famille monoparentale sont 2 fois plus touchés par la pauvreté que l'ensemble des enfants. En 2018, ils sont 41% à vivre sous le seuil de pauvreté monétaire. Pour 18% des familles monoparentales, c'est le père qui réside avec ses enfants. Après un divorce, le niveau de vie des femmes avec enfants diminue en moyenne de 20% contre 3% pour les hommes d'après l'INSEE. Les pères sont plus souvent propriétaires du logement, ont plus souvent un emploi et sont plus souvent cadres que les mères. Selon la sociologue Émilie Bilan-Curinier, ce qui pose question, c'est le fait qu'un certain pourcentage des pères ne formulent pas de demande de garde. D'après les études de cette sociologue, cela représente un peu plus de 10% des pères. Ils ne disent rien et donc consentent à ce que l'enfant soit chez la mère. Il faut essayer de comprendre pourquoi, et pour cela, il faut revenir à la manière dont s'est passée la vie commune quand les parents vivaient ensemble. Les enquêtes emploi du temps de l'INSEE nous le montrent. Il y a une inégalité de répartition des tâches à la maison. Le travail domestique et le travail parental est aujourd'hui encore principalement assuré par les femmes. C'est un problème de sexisme qui est très ancré dans notre société patriarcale et qui relègue toujours la famille aux femmes et le travail et l'argent aux hommes et qui fait qu'en fait on est perdante en tant que femme, on est perdante dans le mariage, on est perdante dans le divorce, on est perdante dans la séparation, on est perdante en tant que famille monoparentale, tout simplement parce que nous sommes des femmes. Et en fait aujourd'hui, si tu n'es pas en couple, si tu n'es pas en plus mariée, tu es invisible. Tu es invisible aux yeux de la société économique, tu n'as pas de pouvoir, tu n'as pas droit au chapitre. En fait, tu es un peu une anomalie. Tu sens que tu es déclassée même quand tu te confrontes aux discussions avec d'autres personnes, etc. Où tu expliques ta situation avec... Il n'y a pas du tout un trait de tristesse dans la voix ou quoi que ce soit. Tu dis, moi je suis mère célib. C'est comme si tu étais en échec. Combien de fois je l'ai senti, on m'a fait sentir que j'étais un peu en échec. Ah oui. Est-ce qu'on dit la même chose des pères célibataires ? Ouais, je pense qu'ils n'ont pas le même diagnostic en face. Non. C'est clair. C'est quoi le pire truc qu'on vous ait dit ? Moi, je me souviens avoir dit, discuter avec quelqu'un, une nana, quoi, qui me disait, mais t'es séparée depuis combien de temps ? Je lui disais, je sais plus à l'époque, ça devait faire 5 ans et tout. Et elle me dit, t'as refondé en gros une famille, un foyer, ce qui est absolument pas mon objectif aujourd'hui et c'est mon droit. Et je lui avais dit, non, pas du tout. Et elle m'avait posé, je me souviens encore, elle m'avait posé sa main sur la cuisse. Elle m'avait regardée avec un regard de chien battu, mais d'une tristesse. Et en fait, elle a projeté sur moi toute son angoisse, de dépendante affective. Et elle m'a dit, non, mais je suis sûre qu'un jour, tu trouveras chaussures à ton pied. Ça doit être tellement difficile d'être dans ta situation, etc. Et là, ça m'a pas du tout abattue. Mais déjà, j'ai eu de la pitié pour elle.
Et j'avais un peu envie de lui péter les dents quand même. Puis un peu, voilà, avec mes convictions un peu féministes aussi, je me suis dit c'est pas possible. Oui, puis elle avait vraiment, tu sentais, elle avait de la pitié pour moi. Ah quoi. ouais. Et vraiment. Il y a effectivement des gens qui te disent, mais pareil, toujours avec les bonnes intentions, mais comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, n'est-ce pas? Non, mais tu vas pouvoir refaire ta vie. Refaire ta vie. Là. Alors, déjà, ma vie, elle n'est pas défaite. Ah oui, c'est ça. Ouais. En fait, ma vie, elle est toujours en cours. Et en fait, c'est vraiment des gens qui, comme tu dis, c'est-à-dire ils projettent leur propre peur. Et bien évidemment, refaire ta vie, ça veut dire rencontrer quelqu'un, être en couple. Bien sûr. Parce que c'est comme ça qu'on fait la vie, n'est-ce pas? Voilà. Parce que sinon, t'as pas de vie. Bien sûr. Et en fait, quand même, généralement, face à des personnes qui pensent comme ça, tu peux discuter, rien ne se passe. La personne, elle est trop dans son truc. Oui. Et puis c'est une déconstruction aussi qu'il faut faire. C'est trop long, tu peux pas déconstruire les gens en 2 secondes. Parfois, tu peux trouver une répartie, dire mais tu t'entends parler, c'est pas... Et puis c'est pas notre mission, quoi. Enfin, voilà, c'est pas notre, c'est ça. En plus, on va pas prendre ça en plus en charge, quoi. Déjà, c'est une charge mentale. Mais c'est vrai que j'ai de la peine pour les gens qui voient les choses comme ça. Parce que je me dis, demain, ils se retrouvent tout seuls avec leur enfant, ils vont être dans un désespoir. Ah, ils vont être pulvérisés, je crois que c'est le bon mot. Moi, j'apprécie beaucoup le fait d'être seul capitaine de mon navire. Et puis aussi, au moins, t'es pas en train de te disputer avec l'autre sur comment faire avec le gosse. Je trouve que le fait de ne pas avoir les parents qui sont là, pas d'accord, du coup, parfois, qui vont demander à papa, puis vont demander à maman, et après, c'est là. Non, mais ça, c'est laisse tomber. Bon, tu me diras, moi, la mienne, elle le fait quand même. Elles le font quand même? Oui, comme elle a 2 maisons, du coup, elle sait qu'avec papa, elle peut faire ça. Et puis c'est du luxe en même temps, ça leur permet d'avoir... Mais d'une certaine façon, ça ne change pas grand-chose d'un enfant qui a 2 parents sous le même toit. Elle a 2 maisons. Mais quand t'es enfant et que t'as tes parents sous le même toit, tu sais très bien que tu vas pouvoir manipuler maman pour ça ou manipuler papa pour ça. Et voilà, parce qu'on est forcément différents et c'est ça qui est intéressant aussi pour les enfants. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que le fait de ne pas avoir de regard extérieur, ça, moi, parfois, ça m'a manqué, plus pour le côté d'être rassurée, tu vois, parfois tu doutes, tu te dis bon là j'ai peut-être été un peu dure pour ça, ou je me suis peut-être un peu énervée, j'étais un peu sévère par exemple, tu vois. Et si tu as une personne qui vit avec toi, elle peut te dire écoute non, moi d'un point de vue extérieur, où je t'ai vu réagir franchement, tu sais ces fameux soirs où tu te couches et que ça rumine dans ta tête et tu te dis je suis une mauvaise mère. Mais c'est vrai que moi j'ai ressenti ça par exemple quand on est parti en voyage avec ma fille et que ma fille était négative sur le voyage, d'avoir juste du négatif qui me revient en pleine gueule, c'était dur à gérer. Et je m'étais dit, tiens, si on était 2, d'abord je pense qu'elle serait un peu moins négative et avoir en fait, pouvoir discuter avec un autre adulte. Et oui. C'est sur cette possibilité, sur le moment. D'être rassurée, oui, d'être soulagée. Et puis même de discuter, de dire, bon, analysons ce qui s'est passé, est-ce que ça marche, d'avoir cette discussion-là. Mais tu vois, moi, à partir du moment où je me suis séparée du père de ma fille, j'ai beaucoup de copines qui sont venues vivre à la maison pour des temps plus ou moins courts, plus ou moins longs, etc. Donc, dans ces moments-là, j'ai pu quand même avoir ce soutien, ce regard extérieur. Et ça, c'est vrai que ça peut aussi se trouver autrement que chez un partenaire amoureux. Oui, voilà. Oui. Mais il faut pouvoir avoir les copines qui viennent à la maison. Oui, c'est ça. Parce qu'à un moment, il ne faut pas lâcher l'affaire sur l'idée de tout bien gérer et prioriser. Je crois que c'est un peu l'histoire de tous les parents, non ? Apprendre à lâcher. Parce qu'en fait, non, tu peux pas être parfait. Après, ça dépend, je pense que ça dépend aussi de ta personnalité. Tu as des gens qui sont très contrôle fric et qui ont besoin de perfection, ça les rassure. Ça dépend de ton niveau d'angoisse aussi. Ouais. Moi, j'ai pas l'impression, peut-être que moi, il faudrait que je priorise un peu plus, tu vois, par exemple. Après, ça apprend à être seule, par contre. Ça apprend à être quand même plus carré que ce que je n'étais avant, clairement, parce que t'as pas de filet de sécurité. Voilà.
cadrer un minimum et être un peu organisé, par la force des choses, si tu ne l'es pas de base, ça t'apprend à l'être. Et moi, j'ai grandi là-dessus. Hein. Vraiment, ça m'a beaucoup changé sur ce point-là. Après, je fais des tout doux, mais rarement je les raye en entier. Je les refais, je les refais dans un sens différent, etc. Je m'arrange avec la réalité, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de droit à l'erreur qu'avant, quand on n'a pas d'enfant ou quand on est à deux. C'est vrai que moi, quand je suis arrivée du coup à Paris, mais alors vraiment en plus, je partais tellement de rien, quoi. Je suis tout d'un coup devenue une pro de ce que je détestais le plus, c'est-à-dire de l'administratif. Et je suis partie de rien, c'est-à-dire que je suis vraiment allée à la CAF en faisant la queue et tout là-bas, à Bobigny et tout. Et je leur ai dit, je suis nulle en administratif, donc vous allez m'expliquer et je vais vous redire ce que vous m'avez dit pour être sûre que j'ai tout bien compris. À partir de ce jour-là, j'ai été carrée sur tout ce qui est administratif. Mais vous arrivez à ne pas trop culpabiliser de la séparation, de plein de choses, de ne pas être parfaite. Moi, je culpabilise pas du tout. Moi non plus. Mais jamais. Non, je rigole. Ça a dû m'arriver quelques fois, mais vraiment pas de la séparation en tout cas. Non, clairement pas. Moi, je sais que c'est une bonne chose, la séparation. Oh oui, ça a été ma libération totale. C'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire. Ouais. Ça m'a permis de me rencontrer. C'est pour ça que quand les gens me disent oui, tu vas rencontrer quelqu'un. Non, mais je me suis rencontrée moi-même. Moi, ma meilleure rencontre, c'est moi-même. Ça fait très égocentrique, hein, je suis désolée. Mais en fait, moi, je me suis rencontrée à 35 balais, c'est tard, mais... Et parce qu'avant, j'étais complètement aspirée par la vie de couple. J'ai toujours vécu en couple, moi, avant. Toujours. Même quand ma fille, elle m'a exprimé oui, c'est votre faute, vous vous êtes séparés, je souffre, etc. En fait, je l'ai vraiment entendu comme elle est en train de me parler de sa souffrance. Mais je me suis pas du tout sentie coupable de la séparation. Et je lui ai pas du tout dit je suis désolée. Vraiment, je lui ai dit non, tu sais, c'est pas ça, je comprends tout à fait que tu souffres, mais... La séparation, c'est parce que c'était ce qu'il y avait de mieux, en fait. Et c'est très compliqué pour un enfant de comprendre ça. Mais pour moi, c'était quand même important qu'elle l'entende. C'est-à-dire que même si elle ne le comprend pas, qu'elle m'entende dire les mots « Non, je ne regrette pas cette séparation, je ne t'ai pas fait souffrir. Toi, nous avons mis fin à une situation qui menait à de la souffrance. » Moi je vous admire beaucoup parce que moi, je crois que j'ai énormément culpabilisé. Alors, pas du tout, effectivement, je n'ai jamais remis en question le fait de me séparer parce que je trouvais ça évident. Et par contre, j'ai quand même culpabilisé pour elle, de me dire, elle se balade entre deux maisons, c'est moins facile que d'autres enfants. Tu vois, pour son quotidien, et puis ce fameux truc de carte postale familiale que tu as découpé et que tu en as fait des confettis, quoi. Mais tu mobilises un peu pour peut-être le deuil qu'elle a à faire, elle, de ça. Oui, ouais, c'est ça, de l'inquiétude pour elle, en fait. Et puis quand même le regard des autres, je crois que je suis vachement plus sensible que vous. Souvent, quand même, quand on est jugé, c'est l'angoisse de l'autre, quoi. Souvent. C'est ses propres limites qu'il te renvoie, tu vois. Ouais. C'est comme s'il te laissait un peu de son angoisse en bagage. Ouais. Et t'as envie de dire non, reprends ton sac en fait. Ouais, reprends ton sac. En fait, moi, je vais pas me sentir comme une merde parce que toi, ça t'angoisse, quoi. Ouais, puis... En fait, moi, je suis fière de moi. Je suis fière des mères célibataires autour de moi. Des mères pas célibataires aussi, mais je suis fière de nous. Et ça, il y en a, ils ne peuvent pas l'entendre. Et le bonheur, cette tranquillité de l'esprit quand t'es seule et que du coup, t'as pas l'autre qui te dit « Ah, toi, tu le ranges comme ça, le... » ma mère m'a toujours dit que ça... Elle va vivre avec ta mère. Elle vient de faire cuire le cul avec ta mère. On le mettra pas là. On le mettra pas à l'audio. C'est quoi vos astuces justement de mère solo? Alors avec les gosses et puis pour vous aussi. Et moi je sais que Mila ça a tout changé quand on a fait les switches à l'école. C'est beaucoup plus neutre, c'est beaucoup plus fluide pour eux. Il n'y a pas cette culpabilité et ils sont à nouveau sur leur territoire. C'est un territoire qu'ils connaissent par cœur et qu'ils maîtrisent. Après moi il y avait un conseil que m'avait donné Pédopsy, mais bon Lilia était vraiment très petite. C'était d'avoir des photos. Des albums photos dans les deux maisons. Ça, c'est vachement bien, je pense. Pour qu'il y ait un lien. Des photos ensemble. Des photos... tu sais, que le truc, la moitié découpée.
brûlé. Avec un rond à la, tu à sais, l'acide. découpé. Voilà, pas avec une bite dessinée sur la tête du père, non. Une jolie photo. On le fait dans la bienveillance. Donc avoir le même album, dans l'idéal même le même album photo avec l'ensemble de c'est son histoire en fait à l'enfant. Et pour les plus petits, avoir un repère spatio-temporel dans un calendrier, quoi. Ouais. Un semainier plutôt, parce que c'est quand ils sont Ouais. petits, c'est compliqué. Un calendrier, Le mois, c'est compliqué, ouais, pour moi. Voilà, mais qui puissent visualiser Ouais. concrètement avec des choses qui peuvent coller, par exemple, sur un tableau. Ça, c'est pas... Là, c'est la semaine maman, la semaine papa, ou ce week-end, il y a papa. Ouais, et voilà, ça, je mais pense que c'est hyper important. c'est bien C'est de... bien. Voilà, les calendriers, ce genre de choses. Bah, tout ça pour dire que, effectivement, ça dépend beaucoup de l'âge, Oui. de la situation. Et encore une fois, il y a des professionnels qui sont quand même de très bons conseils, quoi. Moi, j'ai trouvé que les années entre les 5 là, et les 11 ans, franchement, jusqu'au collège, c'était dur. Il y a ce danger d'annihilation de la vie sociale, en fait. Parce que quand ils sont petits, tu vas faire dormir le gosse une fois chez quelqu'un d'autre, mais pas... Et je trouve que ça, c'est difficile. Surtout, encore une fois, il y a une question de double vitesse, c'est-à-dire que les gens qui ont de quoi payer des nounous, super. Mais C'est clair. moi, déjà, je dépense pas 50 € dans une soirée, donc si en plus je dois payer 50 € une nounou pour être... Et après, tu te dis à telle heure, il faut que je sois rentrée. Donc, Mais, alors, moi, ce que je faisais pour résoudre ce problème, parce que pareil, j'avais pas les moyens de payer une babysitter, je faisais venir les gens chez moi. Ouais, voilà. Tu vois. Ouais. Et c'est pas mal aussi, c'est-à-dire que bon, j'avais un salon, ce que tout le monde n'a pas, mais j'avais un salon, donc du coup, j'ai organisé plein de trucs, de soirées chez moi, je couchais la petite. Alors c'était une enfant qui dormait facilement avec du bruit à côté, heureusement, parce que j'ai quand même, je pense qu'il n'y a pas une semaine où j'avais pas des copines, des copains, même des collègues, et je faisais des apéros dînatoires, en veux-tu, en voilà, quoi. Ouais, ça, c'est super. Ouais. Ou après des amis, des potes célibataires, enfin célibataires en tout cas, qui n'ont pas de famille, pour qui c'est pas compliqué de s'absenter un soir pour venir garder ton enfant chez toi Oui, voilà. gratuitement, contre le fait que tu leur prépares un bon repas Oui, c'est ça. pour la soirée, etc. Ça, c'est cool. J'ai l'impression aujourd'hui d'être entourée de mon crew sûr, quoi. Je sais que tu vois, je vais me reconnaître en eux, ou en tout cas, je vais pouvoir compter sur eux, je vais pouvoir me montrer sans filtre, parler de mon quotidien sans filtre et demander de l'aide, en fait. Des gens, tu vois, envers qui tu n'as pas un problème de compétition, de positionnement, etc. Si tu as besoin d'eux, tu leur demandes, quoi. Ouais. Sans problème de self-esteem, etc. Et ça fait toute la différence. Ouais, ça fait vraiment la différence. Un bon entourage, vraiment, c'est... En fait, c'est le la choix. hotline. Mais c'est hyper important. C'est choisir son entourage et le choisir bien. Il y a des petits moments comme ça dans l'année où quand ça se ralentit un peu sur le plan pro, où j'ai un petit coup de moins bien physiquement, et que le moral baisse un peu, j'ai des contre-coups comme ça de charge mentale, enfin de fatigue mentale, de devoir gérer toutes les démarches administratives. C'est quand tu n'as pas de relais chez toi pour dire, tiens, cette démarche-là, fais-la, moi je m'occupe de l'autre. Ouais, moi aussi j'ai ressenti ça. Il y a des moments... Il y a des moments où tu as envie que quelqu'un fasse la vaisselle. Juste ce soir, tu vois, et en fait... Après, c'est sûr qu'il y avait quelqu'un en plus, il y a aussi de la vaisselle en plus. Oui, il y a aussi de la crasse en plus et tout. Pas faux. Mais c'est vrai que, surtout quand ils sont plus petits, tu peux juste leur faire ranger la chambre, quoi. Et il y a un moment donné, faut passer à la poste. Il y a des petites périodes où tu es là. J'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui aille à la poste pour moi, pendant que moi, je vais faire telle démarche. Quand t'es malade, ça c'est une vraie galère. Je trouve que c'est vraiment le moment où tu stresses. Genre tu te fais une grippe de l'enfer ou une gastro. T'es pas là, vraiment tu peux pas, t'es dans ton lit, t'es mal, t'es terrassé par une fièvre ou quelque chose comme ça. Et là surtout s'ils sont tout petits, c'est ça, là c'est chaudard. Là, il faut avoir un réseau de solidarité. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Parce qu'effectivement c'est là où tu vois... les parents d'élèves à l'école, des copains-copines qui peuvent te ramener le gosse quand ils sont petits, que tu y rentres pas tout seul. Qui peuvent te ramener le gosse quand ils vont le chercher, ou c'est la nounou des copains-copines qui la ramènent parce que tu n'es pas en état de sortir de chez toi. C'est effectivement la pizza congélo que tu peux mettre au four vite fait pour faire à bouffer.
Et c'est apprendre vite fait à ton gosse à faire 2-3 trucs pour survivre. Je trouve qu'à travers l'image, en tout cas de mère solo, de mère célib, on leur transmet ces notions-là de femme forte, femme déconstruite, alors, indépendante. Oui. Indépendante, et qui s'entoure et qui valorise la sororité. Je trouve que c'est aussi un très bon exemple pour nos enfants. En tout cas, je trouve que ça transmet cette notion déjà d'empowerment, mais pas, quand je dis empowerment, ça peut avoir un double tranchant. Il n'y a pas d'injonction à la réussite quand je dis empowerment, c'est vraiment à l'échelle très personnelle. Je pense que tu développes aussi ton sens du féminisme. Je pose la question un peu en l'air, je ne sais pas en fait si ça va avec le parcours d'une mère solo ou pas. Est-ce que ça accélère ces questions-là? Ouais. Je ne sais pas du tout. Mais je ne sais pas parce que je ne sais pas si ma fille voit le sexisme que je peux subir. Et par contre, je pense quand même que nos filles, elles ont une conscience du patriarcat et du sexisme depuis longtemps, en fait. Depuis le primaire, etc. Et moi, la seule chose où, en tant que femme seule, en tant que mère solo, ce qui est important pour moi, c'est qu'elles comprennent qu'en fait, on ne se pense pas en tant qu'individu incomplet qui doit trouver sa moitié. On se pense en tant qu'individu. Ah oui. Et ça, j'ai l'impression que c'est complètement acquis. En tout cas, consciemment, c'est acquis. Vos filles, elles vous réclament des plus 1? Elles vous réclament des monsieur dans la maison? Pas du tout. Jamais. Moi, même au contraire, elle m'a déjà sorti ah, mais moi, j'ai pas de beau-père. Et j'étais là. Alors, excuse-moi, est-ce que je t'ai présenté quelqu'un là? Et là, elle voit ça presque comme une intrusion. Elle aime ce territoire de femme. Hein. Elle aime ce territoire de... La mienne, c'est pareil. Ouais. Elle voit ça comme une intrusion. Ouais. Et d'ailleurs, en fait, j'ai dû lui expliquer que quand j'étais en couple, ça voulait pas dire que c'était un beau-père pour elle, en fait. Je lui ai dit, en fait, t'as un père, donc t'as absolument pas besoin de beau-père. Je lui ai dit, en fait, moi, si demain je suis en couple, c'est mon compagnon. C'est pas ton beau-père. Il y a vraiment cette notion de territoire, quoi. Non, mais les enfants ont ça, je pense. Moi, je voulais pas que ma mère se remette avec quelqu'un. J'étais une vraie dictatrice là-dessus. Je me souviens très bien que je me sentais abandonnée par mon père et que donc si ma mère se remettait avec quelqu'un, pour moi, c'était un double abandon. Ouais. Tu vois ? Ah oui, d'accord. Donc pour moi, elle avait sa vie de femme qui ne me regardait pas, mais la maison, c'était ma maison. Oui, donc c'était mon foyer. Moi, j'aurais pu mettre des bombes à chaque, tu vois, tout autour de la maison pour que... Des pièges jaloux. Des pièges jaloux, tu vois. C'est ça. Ah, -1. Non, mais alors, quand même, du coup, je vais vous contredire, mais moi, pour le coup, ma fille, alors est-ce que c'est parce que elle n'a pas de souvenir de ses parents ensemble aussi, tu vois? Je sais pas, puisque on s'est séparés il y a 2 ans. Très peu, Elle était à 2 doigts de me vendre dans la rue, de me prostituer. Elle était à 2 doigts de choper des gars et dire « Toi, t'es célibataire, tu peux la prendre, ma mère, s'il te plaît ?» Non, mais vraiment. De me caser avec des mecs dans des trains, dans des supermarchés, Ouais, puis ta fille, elle a toujours eu une bonne relation avec tes compagnons. Oui. Absolument. Et elle n'a pas du tout eu cette notion de territoire et elle a réclamé très vite des petits frères et sœurs. Et quand son père s'est maqué avec sa femme actuelle, donc ils se sont mariés et tout, Lilia, elle a vraiment très bien vécu l'arrivée de la belle-mère, le mariage, puis après le bébé. Oui, mais elle a un côté village. Elle a un côté village, elle aime bien le village pour s'occuper des enfants. C'est vrai. Elle aime bien quand ça grouille. Mais moi aussi, donc mais ça me va. En même temps, c'est une façon aussi d'exprimer qu'elle est rassurée. Tu vois, d'un côté, elle est rassurée, elle n'a pas peur qu'on lui prenne son papa, qu'on lui prenne sa maman. Oui. On peut voir ça comme ça aussi. Et du coup, comme on parlait des hommes, hein, puisque nous sommes toutes des hétérosexuels, est-ce que vous pensez que ça fait peur aux hommes, une mère solo, une maman solo ? Alors, j'ai plusieurs choses à te dire là-dessus. La première, c'est j'en ai rien à foutre. Parce que un homme qui a peur d'une femme qui se débrouille avec son enfant, c'est quand même un peu bizarre. Oui, c'est clair. Donc, c'est une personne, homme ou femme, que je ne veux pas dans ma vie et pour qui je n'ai pas beaucoup de respect. La deuxième que j'ai envie de te dire, c'est oui, j'ai vu ça, alors que la question ne se posait pas. C'est-à-dire qu'un soir, je vais en date avec quelqu'un.
bout d'un moment, je lui dis, bon, tu sais, je suis venue parce que tu me plais quand même, tu vois. Parce que moi, je sentais qu'il était aussi timide que moi, donc je lui dis les choses un peu directement, quoi. Voilà, c'était clair au moins. C'est une technique de timide, au bout d'un moment, tu mets le pied dans la porte. Et il me dit, oui, tu me plais, mais... Donc là, déjà, c'était foutu, parce que moi, tu dis, mais, tu me plais, mais... Non, excuse-moi, moi, je veux juste te plaire à fond, sinon, ça m'intéresse pas. Et en fait, dans le mais, il y avait, oui, je sais pas ce que tu veux, parce que je sais que t'es mère célibataire, et j'ai déjà été en couple avec une mère célibataire. Et en fait, il s'était fait tout un truc dans sa tête de ce que j'allais attendre de lui. Et donc, au bout d'un moment, je lui ai dit, bah, tu vois, en fait, moi, je me suis dit que si ça se passait bien cette soirée, on allait s'embrasser, et que si ça se passait encore mieux, on allait passer la nuit ensemble, et puis après, on verrait. Mais là, tu viens non seulement de présenter ma fille comme un problème, le fait que je sois une mère célibataire comme un potentiel problème dans ta vie, alors que je t'ai rien demandé, et en plus, tu m'as dit que je te plaisais, mais... Je dis, donc en fait, j'ai plus envie de toi. Ah bah ouais, clairement, là... Et en fait, ce mec, je lui ai rien demandé, on n'était pas en couple. Donc, on pouvait juste passer une nuit sympa à deux. Et il s'est fait un truc dans sa tête. Mais ça, c'est encore une idée, comme quoi la mère célibataire ne se suffit pas à elle-même. Elle peut pas être complètement compétente. Elle a forcément besoin d'un homme qui vient l'aider. Et là, je lui dis, en fait, là, tu vois, c'est con, hein. Je lui dis, là, on a tout raté. Il me dit, c'est dommage, je voulais être honnête avec toi. Ah parfois, il y a des choses que faut que tu apprennes à te taire, quoi, tu vois. Il est pas méchant, hein, il essaye de se déconstruire, donc je pense qu'après ça, il a déconstruit certaines choses, quoi. Espérons-le. J'espère pour lui. Et après, il y a ceux qui nous voient un peu comme des milfs. Hein. Ouais, mais ça me dérange aussi, moi, c'est la chosification de la personne. Voilà, y a ceux... Tu vois, parce que c'est marrant, parce que le filf, il n'existe pas, tu vois. Non. Le father, I would like to fuck. Tout à fait. On irait direct chez le psy, tu vois. On m'a déjà dit, j'ai très envie de coucher avec toi parce que j'ai jamais couché avec une mère. Oui, il y a ce côté mère célib. J'ai fait la même tête que toi. Mais il y a ça un côté pédophile, en fait, moi, je trouve. Mais c'est un côté c'est-à-dire que quand tu tu vois l'enfant, en fait. Mais je sais pas. Tu me vois avec un enfant. Ou il voit sa mère, peut-être. Non, mais ça veut dire que tu es censé baiser l'enfant qu'il est, quoi. Je sais pas. Je pense que c'est plus le côté, t'es une mère séparée, tu dois être chaude comme la braise, envie de faire des... Moi, je pense que c'est ça plutôt. Alors moi, j'ai pas du tout, je l'ai pas entendu comme ça. Je me suis dit, est-ce que c'est parce que il est passé par des corps de femmes qui n'ont pas enfanté et que là, il va passer par mon vagin qui a enfanté. Ah non, je crois pas que ce soit à la base. Les mecs qui se font tous une idée sur le vagin, c'est pas possible. Mais peut-être que je me trompe. Je suis même pas sûre qu'ils soient assez instruits sur le corps de la femme pour savoir que l'enfant passe par le vagin. Si, il passe par le vagin, mais ce que ça peut faire et que en fait tu peux enfanter un enfant et que ça passe pas par le vagin. Oui. Enfin, moi j'ai le même vagin, du coup, tu vois. Non, mais cette notion-là, à la base, c'est la mère célib qui a un peu d'expérience, donc qui sait faire, et qui est pas trop dégueu, et qui a repris un peu son... Qui est en libération, et que du coup, qui a l'empowerment, et qui a la dalle. En fait, je pense que par-dessus l'empowerment, c'est la dalle. Oui, c'est ça, en vrai. C'est considéré qu'une fois que t'es mère et que t'es célibataire, t'es une femme qui a été laissée de côté, donc t'as la dalle. En même temps, pardon, mais je connais plein de femmes en couple mariées qui ont la dalle de ouf. Grave. Oh oui. Oh oui. Non, c'est vrai, quand j'entends beaucoup les histoires de mes potes en couple, et en couple hétéro autour de moi, parfois je me dis... J'ai pas envie. Ouais. C'est pas demain que je vais me relancer en tout cas dans le couple à deux, dans la vie à deux. Hein. C'est pas demain la veille. Alors moi, tu vois, en fait, plus le temps passe et plus j'ai cette conviction-là. Après, on sait jamais, la vie est faite de surprises, hein, tu vois. Mais moi, je trouve que l'amour, c'est merveilleux. Aimer quelqu'un, être aimé, c'est vraiment un truc divin. Par contre, je ne crois pas du tout au mariage. Je ne comprends pas ce que c'est et je n'ai aucune envie de vivre avec un homme. Parce qu'en fait, depuis que je me suis séparée et que j'ai mon appart qu'à moi, même le plus petit que j'ai eu, où j'avais pas de chambre, je ne veux plus partager cet espace avec qui que ce soit. Je serais tout à fait d'accord de vivre, genre, quand je serai vieille, dans une grande ferme, tu sais, avec plein d'amis, en grande coloc, où chacun a une partie pour son appart. Et peut-être l'homme que j'aime, il aura sa partie avec son appart. Pourquoi pas ? Mais je ne veux plus vivre avec quelqu'un. Je veux plus vivre dans le même espace. Je veux qu'il ait son appart, que moi j'ai mon appart, et qu'on vive nos affaires. J'ai juste envie d'une histoire. Ouais, d'une belle histoire d'amour qui adviendra quand elle adviendra ou qui n'adviendra pas, je m'en fous. Ce qui est important, c'est d'être heureux. Et je sais que vivre avec quelqu'un, ça me rend pas heureuse. Pareil. Ouais, donc je pense que c'est une histoire aussi de personnalité. Ouais. Oui, si on est solitaire ou pas.
Merci les filles. Merci à toi. Pour ce dîner de mères indignes. Bravo. Un dîner apéricube. On est d'accord que c'est pas jamais pu en acheter. Hein. C'est les M&M's salés quoi. Ouais, c'est les M&M's salés, c'est exactement. Ça mélange avec les M&M's. C'est inacceptable. Mais par contre, j'ai acheté un gros sachet hier, un moment de faiblesse. J'ai mis ça dans un pot sur ma table basse. Tu vois le carnage arriver. Tu vois le carnage arriver. On pourrait finir sur une petite chanson. Allez. Une petite. Je sais pas si tu as une chanson thématique. Non. J'ai une chanson sur Paris. Ah, sur Paris, c'est bien. Je suis sûre que ce dîner vous a passionné et je vous propose de prolonger le plaisir avec une nouvelle rencontre dans le prochain épisode. Nathalie Moisan, maman solo, a eu la bonne idée de créer en 2019 le site et l'application Mama Bears, solo mais super-héros. Elle a eu la gentillesse de me rejoindre au studio La Poudre de la Cité Audacieuse afin de nous raconter sa vie de mère célibataire et comment et pourquoi elle a décidé de rendre la vie des mamans solo plus douce. Merci à Lizzie que vous pouvez retrouver sur son site folk-lizzie.com ou sur les réseaux sociaux en tapant Lizzie officielle. Merci à Céline et merci à vous, auditrices, pour votre écoute, votre soutien et votre curiosité. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à nous écrire par mail si vous souhaitez témoigner sur lesmèresindignées@gmail.com ou sur nos réseaux sociaux. Et m'emprisonne. Mais le chant du monde que tu entonnes quand à ma vie s'est mis le feu. Il faut se perdre dans tes bras, embrasser tes ébats. La nuit venue, le jour vaincu. Il faut se perdre dans ta bouche, saliver avec toi à chaque faubourg. Un poème à chaque doigt. Nous voilà surpris